Bien, bonjour, merci beaucoup. Je suis très heureuse de cette invitation par Benoît Hiquet du service culturel du Muséum national d'histoire naturelle. Alors, je souhaitais aujourd'hui intervenir autour d'une communication qui s'intitule Cosmétique de la larve. Alors, vous serez sans doute perplexe face à l'association de ces termes cosmétiques qui renvoient dans l'imaginaire collectif au maquillage, à l'ornement, à la parure, quelque chose souvent qualifié de superficiel ou de lié au paraître, avec la larve qui inspire, elle, davantage le dégoût, l'informe ou l'inachevé. Par ailleurs, on a le sentiment que l'un des termes serait du côté d'une prétendue culture liée à des notions d'apparat, voire d'artefacts et de techniques, tandis que l'autre serait plutôt du côté de la nature, du vivant, voire même du cachet. Dans cette communication, je vais tenter de montrer que non seulement ces frontières sont artificielles, mais surtout que de la larve, de cette nudité présumée, ne dit-on pas d'ailleurs que nous sommes nus comme des vers, peut émerger une condition de présentation au monde qui nous invite à penser une cosmologie de l'ornement. Alors il s'agira peut-être d'un ornement inadressé, frivole, dispensier, qui se joue de la nécessité et de la fonctionnalité, ou du masque de la séduction. Mais avant d'en arriver là, permettez-moi de revenir un peu en arrière. Donc pour écrire le livre des larves, je me suis d'abord soumis au jeu de l'enquête, en demandant aux personnes autour de moi que je rencontrais qu'est-ce que leur évoquait le mot larve. Or, à la simple évocation du mot larve, à sa seule prononciation et sonorité, une réaction en chaîne se produisait inexorablement. Larve, le mot sort de la bouche telle une injure privée de rime. Sur ce point, il est d'ailleurs intéressant de noter que le mot larve, comme les mots pauvre, meurtre, monstre, simple, goinfre ou sépulcre, ne rime avec aucun autre nom commun et semble en cela privé de résonance avec le monde. Ce qui en dit déjà long sur les échelles de valeurs mobilisées pour isoler et marginaliser. Bref, 5 points revenaient de manière récurrente. 1. Le dégoût. 2. La fainéantise. 3. La mort. 4. La métamorphose. Et 5. L'ennui. Comme si les larves étaient indignes d'intérêt pour la pensée. Alors on sait que la philosophie fut la discipline des sociétés dites civilisées, une manière de se différencier de l'animal par la raison, le langage ou les émotions. Alors que l'ethnologie, l'anthropologie, la zoologie, ou pire encore l'entomologie, furent généralement réservées à l'étude de ce qu'on nommait alors les sauvages, les indigènes, les sociétés archaïques ou primitives, ou encore des espèces considérées comme subalternes, et dont l'intérêt n'était qu'économique ou esthétique. Or, il y a aujourd'hui, dans le contexte de la 6e extinction de masse de la biodiversité et de ce qu'on appelle l'Anthropocène, qui est donc cette ère géologique marquée par l'influence des activités humaines et plus particulièrement des activités de production capitaliste, eh bien, le désir de réunifier les sciences humaines à une zoologie plus large, mais surtout de penser peut-être une sorte de cosmologie plus inclusive, nous permettant de cohabiter avec ce que l'on appelle improprement les non-humains. Mon ouvrage s'est donc intéressé au rapport de pouvoir et de domination sur le vivant et entre les vivants. Il montre dans quelle mesure certains étangs ont été relégués dans les marges du monde, dans cette frange entre visible et invisible, où se logent les métamorphoses et les fluidités en tout genre, longtemps refoulées de la pensée occidentale. Je suis d'abord concentrée sur les termes larva, nymphe et imago. Et je me suis demandé à quoi ces mots renvoyaient dans l'imaginaire collectif et la construction de valeurs. Commençons par préciser que la larve désigne l'état de l'insecte lorsqu'au sortir de l'œuf, il est pour ainsi dire masqué sous sa première forme. Elle s'oppose à l'insecte adulte
qualifié de parfait et dont le nom technique est appelé imago. La larve est de ce fait ce qui semble ne pas avoir droit à l'image, à ce mode d'accès au monde qui conditionne l'espèce humaine et qui n'aura eu, elle, de cesse de faire proliférer les images, au point de se présenter 2 fois au monde, en se représentant à travers des autoportraits ou des selfies, par exemple. Entre la larve et l'imago se trouve, chez les insectes holométaboles, donc à métamorphose complète, une étape intermédiaire que l'on nomme, en fonction des espèces, chrysalide, nymphe, pupe, voire cocon, phase durant laquelle s'effectue la transformation totale de la vie. Ces différents stades et mues successives m'ont permis d'instruire une réflexion révélant donc les préjugés qui s'installent à l'encontre des insectes. Les larves semblent en effet relever de l'obscène, de ce qui devrait être hors de la scène, hors de la vie. Se pose par conséquent cette première question. Pourquoi vouloir exclure du monde l'immonde? Pourquoi se priver de la moitié de la matière de la vie? Dès lors que l'on s'intéresse aux larves, à cette forme donc juvénile, qui parfois se prolonge pendant des années, jusqu'à 17 ans chez certaines espèces de cigales, il apparaît que l'ordre du monde, établi par et pour les hommes, est menacé. Alors ce monde, mundus en latin, est ce que l'on qualifie de propre, pur et ordonné. Au cours d'un long et mouvementé processus, l'humain s'est donc positionné comme maître et possesseur de la nature. Situé à l'extrême pointe d'une chaîne pyramidale, il organisa son monde en s'y désignant comme le référent ultime. Au centre du tableau et d'une symbolique que lui seul pouvait comprendre, il troqua ses mythes et ses religions à la faveur d'une vision rationnelle du réel qui optimiserait le temps, l'espace et l'ensemble des êtres humains et non humains. Avec l'invention de la perspective, se posèrent d'une manière inédite les fondements d'un sujet dont Descartes ferait sa théorie. L'invention de la perspective répondait à une nécessité d'appropriation symbolique et de domination de la réalité sensible dans le but d'évacuer l'imprévisibilité inhérente au vivant, autrement dit, son lot d'imprévus et d'impondérables. En inventant un espace de figuration où tout peut être et tout doit être vu à partir d'un point de vue unique, la perspective agença à la fois un sujet singulier qui devenait le centre de la vision et un sujet universel qui serait capable de dominer le spectacle du monde. L'instauration d'un moi conscient fut ainsi élevée comme le sujet principal de la philosophie classique. Cependant, qu'il devenait l'amorce d'une fiction ravageuse. L'autonomie des individus nous coupait du monde et par la même occasion privait les autres espèces d'une certaine subjectivité en les inscrivant dans le règne exclusif et subalterne de la nature. L'homme blanc occidental n'a donc cessé de classer, rationaliser, construire patiemment un ordre, une mesure et une place pour chaque chose. L'humain rompit ainsi avec le monde et ses transformations silencieuses. Il apprit à douter de ses perceptions, qu'il désigna comme subjectives, et s'habitua à vivre dans une dualité, érigeant d'une part un monde objectif et mesurable, et d'autre part un monde sensible. Bientôt, l'art et la littérature cédèrent le monopole de l'objectivité aux sciences, recevant en partage les caractères de la subjectivité, du beau, des émotions ou de l'affectivité. Fasciné par son propre pouvoir, sa conscience et son existence supérieure, l'humain se coupa donc d'un écosystème qu'il ne cessa de domestiquer et d'exploiter comme une ressource, tout en participant à l'empire croissant du sujet qu'il rapportait à l'humanisme et au cogito cartésien. Même le romantisme, né en réaction au monopole de la philosophie de la raison des Lumières et du classicisme de l'Antiquité, poursuivit cette vision d'un moi absolu.
En exemple, cette toile du peintre romantique allemand Caspar David Friedrich, Le voyageur contemplant une mer de nuages, réalisée en 1818, eh bien, on voit dessus un bourgeois vêtu d'une redingote, hissé jusqu'au sommet d'une montagne, qui contemple à ses pieds le sublime paysage d'une nature qu'il domine de manière satisfaite et narcissique. L'histoire de l'art a donc, elle aussi, participé, parfois malgré elle, à la réification de la nature. L'évolution de la tradition des natures mortes en dit long sur la manière dont l'histoire de l'art traita son objet. Tandis que Giorgio Vasari fut l'un des premiers à utiliser le terme de Renaissance pour qualifier son époque, il désigna sous l'expression de cause naturali ces choses naturelles que les peintres se plaisaient à représenter sur leur toile. Dernière dans la hiérarchie des genres picturaux, après les peintures d'histoire, les portraits, les paysages, eh bien, la nature morte perpétua, en dépit de ses variantes langagières, still life en anglais, eh bien, l'idée d'une nature inanimée, silencieuse et immobile. Intégrant peu à peu des éléments domestiques, elle vint à désigner le luxe et nos vanités, mais resta arrimée à la vision d'un monde inerte, séparé de nous. Les papillons deviennent dans ce sillage un motif récurrent dans l'histoire de l'art, en Occident comme ailleurs, car ils incarnent l'idée de cycle et figurent des vies éphémères et fragiles. Mais ils symbolisaient également une existence liminale, la promesse d'une résurrection de l'âme, avec laquelle le papillon partage l'étymologie de psyché, signifiant le souffle en grec. Par conséquent, nos manières d'être et de participer au monde sont le fruit de philosophies, de l'humanisme à l'existentialisme, ou d'institutions issues de la modernité qui sont fondées sur les catégories d'être, d'identité, de stabilité, d'universel. Catégories qui misent excessivement sur l'autonomie des individus alors que ceux-ci ont une part significative d'hétéronomie, c'est-à-dire de métissage, de parasitisme, de symbiose, d'hybridation, et dont la mort est également l'expression. Si l'entomologie forensique a fait des larves un parfait allié de la justice, en ce qu'elle détermine le moment, le lieu, jusqu'aux circonstances météorologiques précises d'un décès, ces infâmes bestioles instaurent le règne d'une inquiétante étrangeté. La loi de leur apparition et de leur trépas contredit violemment notre propre expérience d'être vivant et mortel. Les larves évoquent une masse informe et visqueuse qui s'empare de nous, de nos organes et de nos tissus en putréfaction dès lors que la mort nous saisit. Que ces êtres abjects délivrent le secret de notre fin est sans doute l'affront le plus intolérable lancé à notre humanité. L'idée d'être consommé par d'autres a été ainsi rendue répugnante dans la plupart des religions et des croyances. De la Chine à l'Égypte, on perfectionna les techniques d'embaumement, jusqu'à ce que les progrès en matière de conservation des corps après la mort ne brisent le cycle selon lequel l'humain, humblement, retourne à son origine étymologique, l'humus, pour faire compost. Je disais donc que dans la plupart des contrées et des époques, il fut entendu que les humains sont habités par une ou plusieurs âmes immortelles qui les animent d'un souffle vital. Ainsi, les humains ont-ils inventé les raisons de leur finitude. Et l'on ne serait étonné de découvrir que dans bien des cas, la mortalité résulte d'un accident causé par la curiosité d'une femme. Pandore, qui cède à la curiosité, ouvre la jarre contenant tous les maux de l'humanité. La vieillesse, la maladie, la guerre, la famille, la misère, la folie, le vice, la tromperie, la pension, l'orgueil, ainsi que l'espérance. Ève, goûtant aux fruits défendus, condamne l'humain à travailler, à mourir et à se marier pour se reproduire. Chez les Ticuna, des Indiens d'Amazonie, une jeune fille,
participant au rituel de puberté, répondit, malgré l'interdiction qui lui était faite, aux paroles d'un étranger qui lui proposa d'échanger leur peau. Celle-ci était l'esprit vieillesse qui conduisit l'humanité à perdre son état de non-mortalité. C'est donc la mort n'est pas la fin de la vie, elle est l'entrée dans d'autres modes d'existence, larvaires, démoniaques, de réincarnation, de métempsychose, etc. Et explique les rites funéraires inventés dans toutes les civilisations pour séparer les morts des vivants. Si pendant longtemps les philosophes et les éthologues étaient persuadés que seul l'être humain organisait des rituels funéraires, ce qui le distinguait justement des animaux, il a été observé de véritables rites comportant des cérémoniales de danse, de chant, d'encerclement, de protection et de recueillement prolongés chez de nombreuses espèces. En revanche, rien n'atteste que ces derniers ne préjugent d'une vie post-mortem. Les préoccupations liées au passage de la vie à la mort frappèrent en revanche l'imagination des poètes et des philosophes qui trouvèrent dans les divers états de l'insecte, du ver rampant à l'indulte ailé, cherchant la lumière, sa métaphore la plus parfaite et la plus littérale. Rappelons que chez les Grecs, le mot psyché, souffle, signifie à la fois âme et papillon. La larve vorace traîne sur terre comme l'âme échappée d'un homme mortel, puis elle se transforme en nymphe hiératique qui réveille l'idée d'une momie maintenue dans ses bandelettes de lin, enveloppée dans son seuil ou gisant dans sa tombe, tandis que l'homme renaît enfin à la vie par l'immortalité de l'âme, tel un papillon ou un splendide scarabée doré. Cette analogie, présente dès l'ancien empire égyptien, est d'autant plus complète dans la doctrine de la résurrection des corps de l'Église catholique. Dans toutes les civilisations, depuis la préhistoire, depuis que l'homme scella avec un ou plusieurs dieux un pacte protecteur, le destin des morts et des vivants découle du soin à effectuer les rituels funéraires en vigueur. Ce pacte imposait une logique donnant-donnant. Pour préserver les bénéfices de la domestication des plantes et des animaux, alors que chasseur-cueilleur semi-nomade, l'humain s'initiait à l'agriculture et à l'élevage, et se trouva donc progressivement attaché à la terre, il intensifia ses cultes ainsi que les offrandes et les sacrifices qui lui permettraient de prospérer. Les cultes, dont le latin cultus désigne l'action de cultiver, permirent de faire face à une nature imprévisible, peuplée de nuisibles, insectes et autres parasites, mettant en danger ses récoltes et sa propre survie. Si bien que le sort des vivants dépendit de la manière dont la mort serait socialisée et territorialisée. Or, si le rite n'avait pas été respecté, ou si le décès avait été prématuré pour diverses raisons, la mort constituait une menace pour tous. Les âmes insatisfaites et les génies malfaisants revenaient sous des figures hideuses pour tourmenter les vivants, dont on se protégeait par l'intervention des cultes, de la magie ou de la sorcellerie. Ces croyances ancestrales exercèrent de proche en proche une influence sur le droit romain qui obligea ses citoyens à célébrer ces morts, les mânes de leur père. Précisons tout de même que les femmes et les esclaves n'étaient pas concernés, selon donc les rites convenus, afin que la cité restât en paix avec ses dieux et puisse prospérer sur le plan social et économique. Les larves furent ainsi identifiées à ces âmes perdues qui en vain aspiraient au repos et dont on retrouve sous la forme d'insectes des traces dans les vanités et les tableaux de nature morte. Véritables repoussoirs vivants, désignant en latin à la fois masque mais aussi fantôme, elles sont les incarnations d'un motif traditionnel, celui des monstres et des spectres peuplant les récits à travers les âges et les géographies. Les larves opéraient la liaison avec les morts
et l'on conserva dans de nombreuses civilisations l'idée que les masques étaient également des médiateurs entre les deux mondes. Aux côtés des cultes funéraires imposés par le calendrier romain, chaque citoyen devait en plus honorer ses propres morts. Les familles patriciennes avaient le privilège d'arborer ce que l'on appelle les imagines majorum, qui sont des portraits de cire ranimant la mémoire des ancêtres. On sait que l'invention des portraits en histoire de l'art a d'abord une fonction funéraire, ainsi que les effigies égyptiennes ensevelies avec leurs momies nous le rappellent. Mais ces portraits très ressemblants prirent avec les Romains une tournure juridique particulière avec le jus imaginum, qui est donc le droit à l'image, qui finit de proche en proche par désigner la personne. L'imago, qui donna à l'insecte adulte son nom technique, désignait donc en premier lieu les effigies moulées en cire que l'on obtenait par contact avec le visage des morts. L'imago, qui n'était jusque-là qu'un masque mortuaire, une effigie pour l'entre-deux-mondes, devint une effigie à la gloire de la personne. Ainsi naquit le désir d'élever la figure humaine au-delà de son enveloppe corporelle. En s'affranchissant du culte, l'imago glissa vers un portrait d'autorité qui marqua, pour Pline l'Ancien, le commencement de l'histoire de l'art et de la circulation des objets d'art. Les visages entrèrent dans une première économie de flux et l'ornement devint le privilège du riche. Mais c'est aussi le moment où l'homme autonomisa sa figure et prit visage devant l'Éternel. Dès les premières pages de la Genèse, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Le mot « imago » consacre la relation essentielle de l'homme au premier imagier, qui fut sa plus puissante invention, Dieu donc. Les larves, vers et autres asticots, qui rampaient au sol et n'accédaient que rarement à la lumière ou à la couleur, ne pouvaient décemment être des créatures de Dieu, dont l'origine est très étroitement liée à la notion de lumière, dei signifiant briller. Ainsi les priva-t-on d'image, et seul l'insecte adulte, susceptible de se reproduire, et considéré comme insecte parfait par Carl von Linné, prétendit au titre d'imago. La notion d'adulte doit ici nous retenir, car elle est la manifestation d'un état considéré comme abouti, de même qu'elle accompagne l'idée d'une totalité close et achevée, dont on doit, d'ores et déjà, percevoir les fictions qu'elle charrie. Penser l'unicité, comme le firent les grandes religions monothéistes pour révoquer les polythéismes et l'animisme ambiant, passe par la primauté de l'un sur le multiple, de l'âme sur le corps, de l'indivisible sur le divisible. Les individus sont des indivisibles, donnés et fixés par les religions et les philosophies, qui ne sauraient par conséquent être divisés sans perdre leur unité substantielle, leur âme. Les insectes, dont le latin insectum signifie l'aspect segmenté, ne sauraient en revanche abriter d'âme. Aussi était-il permis aux entomologistes, du grec entomon, renvoyant à l'idée d'entaille, de les couper, sécarer. Après tout, la philosophie grecque les croyait dépourvus de sang, et les segments qui composent leur corps leur permettent, pensait-on, de continuer de vivre après la section. Quelles espèces pouvaient être mortes et vivantes à la fois? Assurément, les créations du malin, du diable, le grand diviseur Diabolos, qui donna son nom à de nombreux insectes. En raison de certaines croyances, et notamment celles voulant que des générations spontanées
apparaissent ex nihilo sur des torchons sales ou de la boue en putréfaction, l'Église chrétienne avait désigné ces petits insectes venus de nulle part les bêtes du diable. Il en est ainsi de nos inoffensifs gendarmes, ces punaises rousses qui évoquent un masque, de nombreux phasmes, dits bâtons du diable, des papillons sphinx tête de mort ou Robert le diable, dont la couleur rouge inspire la violence, mais aussi de la cigale épineuse nommée le demi-diable en raison de ses 2 cornes et de sa crête le long du dos, ou encore du staphylin odorant qui joue un rôle important dans le recyclage et la nécromasse. Même certaines espèces de menthes religieuses, lesquelles reçurent ce nom en raison de leurs pattes repliées en marque de dévotion, furent nommées les diabotins ou les diables des prairies. Le fait que ces insectes inspirent des masques, voire une tête de mort, l'idée de dissimulation, de mensonge, de violence, ou bien est un lien particulier avec la putréfaction, suffit amplement pour les désigner comme les représentations du diable. Les résurgences néoplatoniciennes, chrétiennes et manichéennes eurent raison de ces êtres invisibles et pour le moins insignifiants. Avant que nos microscopes nous offrent la preuve de milliards de vies invisibles, ou que l'on admette que l'humain accueille plus de 1000 milliards de micro-organismes dans et sur son corps, les insectes, en raison de leur petite taille, de leur laideur présumée, de leur nuisance sur l'agriculture ou encore eu égard à cette vie traînante entre la mort, larva, et la vie, imago, étaient un défi effrayant pour l'imagination. L'explication par génération spontanée paraissait donc plus plausible qu'une filiation pouvant remettre en question le génie divin ou l'excellence humaine. Ce fut d'ailleurs tardivement que l'on comprit comment s'effectuait le lien entre la larve et l'adulte. Et l'on ne saurait dire combien de formations juvéniles ont été prises pour des espèces particulières et reçurent des noms particuliers. Les vers, les larves, les cloportes, les colamboles et autres éboueurs recycleurs, les champignons, acariens et bactéries transforment la matière organique en compost. C'est par eux que les substances putrides sont consommées et qu'aucun miasme insalubre, aucune odeur pernicieuse ne se perpétue. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler que lorsque les premiers colons d'Australie introduisirent les bovins vers la fin du XVIIIe siècle, posant ainsi les prémices d'une industrie agroalimentaire, les bousiers indigènes furent bien en peine de rouler leurs excréments, plus lourds et plus gras que ceux des marsupiaux auxquels ils étaient habitués et avec lesquels finalement ils avaient coévolué. Les prairies australiennes se trouvèrent littéralement et en peu de temps recouvertes de crottes, tandis que les autorités locales ne parvenaient pas à les nettoyer par leurs propres moyens. La solution fut finalement trouvée dans les années 60 avec l'introduction des bousiers africains et européens qui se mirent à la tâche et roulèrent, tels Sisyphe, leurs boules de bouse. C'est encore ce cycle que compte Frank Adbert en faisant des vers de sable les héros inavoués de Dune. En ingérant et en digérant des quantités de terre chaque année, ils remodèlent les sols, cultivent la terre et ont en cela une culture et font culture, ainsi que l'avait bien compris Darwin. Leurs tubes digestifs sont des matrices de monde. Sans eux, nous vivrions sur des montagnes d'immondices. Les larves nous convient ainsi à une grande bouffe, où nous nous mangeons les uns les autres. Et l'horreur persistante à leur rencontre ne réside pas tant dans la décomposition, mais dans l'idée, certainement, de la perte de notre individualité, de notre âme, de notre moi. Ces êtres instables, infantés par la terre contre son gré, ainsi que le soulignent les métamorphoses d'Ovide, qui abandonnent leur mue en chemin, furent d'emblée des objets de terreur
dont on ne prêta attention que tardivement. Buffon affirmait en 1749 qu'une mouche ne doit pas occuper plus de place dans la tête d'un naturaliste qu'elle n'en occupe dans le monde, et qu'aux petits esprits, les petits objets. De manière générale, les larves peuvent patienter des jours, des semaines, voire des années avant de se transformer. Les larves d'éphémères, par exemple, dont le mode de nutrition se compose de végétaux, de déchets ou de proies vivantes, peuvent vivre par mues successives, jusqu'à une vingtaine d'ailleurs, jusqu'à 2 ou 3 ans sous l'eau. L'imago, en revanche, est particulièrement brève, ainsi que son nom l'indique, et se limite à quelques heures, entre 12 et 20 heures en général, le temps de s'accoupler et de pondre, stade d'ailleurs durant lequel l'insecte ne se nourrit pas. Pourtant, cette vie adulte, éphémère, suffit à les qualifier sans tenir compte de ce qui se joue en termes d'existence en deçà de leur ultime métamorphose. Chez les insectes, la nymphe est comparable à un second œuf où, dans l'immobilité la plus complète, se forment les organes reproducteurs de l'individu. Les entomologistes réservent le nom de chrysalide ou aurélie aux lépidoptères, les papillons donc, celui de pupe, du latin pupa, qui signifie poupée, aux diptères, donc aux insectes volants à 2 ailes, et le fourreau, qui est aussi vulgairement appelé fève, est un aliment que l'on retrouve d'ailleurs dans les rites funéraires romains pour éloigner les mauvais morts. Vers la fin du XVIIe siècle, on nomma ces cocons du nom des divinités subalternes, membres d'un groupe d'esprits féminins associés à la nature, les nymphes. Du grec ancien, qui signifie jeune fille, et selon les contextes, jeune fille en âge d'être mariée, fiancée ou vierge, les nymphes représentent un état inférieur. Des jeunes filles, seules, non mariées, qui plus est sans enfants. Comme les sorcières, on retrouve les nymphes dans les forêts, les bocages, les sources ou les grottes, des espaces sombres et moites où furent habituellement reclus les hors-zones, les malades, les fous, les marginaux. Proches des satyres et autres monstres, elles sont néanmoins liées à quelques divinités dites supérieures, telles que Artémis, déesse de la nature sauvage, de la chasse et des accouchements, le bel Apollon ou le maître des océans Poséidon, la déesse de l'agriculture, Déméter, le dieu de la vigne et des excès, Dionysios, ou encore Hermès, le messager des dieux qui conduit les âmes aux enfers et protège les routes, les voyageurs, mais aussi les voleurs et les prostituées. Or, les nymphes, à la différence des humains, n'ont pas été créées à l'image de Dieu, mais des hommes, ainsi que le rappelle Giorgio Agamben. Ainsi désirent-elles perpétuellement celui dont elles sont l'image, ne pouvant acquérir une âme qu'à la condition de s'unir à lui. De la nymphe à la nymphomanie, il n'y eut qu'un pas. La sexualité compulsive, semblable à celle de ces insectes, pointant leur sexe pointu dans n'importe quelle partie du corps de leur partenaire, ne pouvait être qu'une mania, c'est-à-dire une folie. Selon une tradition liant les nymphes à Vénus, celles-ci désignent encore les petites lèvres greffées sur la face interne des grandes lèvres de la vulve. Aujourd'hui encore, mal connu, il est admis que les petites lèvres vaginales, les nymphes donc, sont une source de plaisir féminin, une zone érogène qui, stimulée et gonflée, se déplie en fonction de l'afflux sanguin, car elles contiennent, comme le clitoris, des éléments érectiles. Toutefois, elles restent en disgrâce au point de les exciser ou de voir fleurir la mode des nymphoplasties, qui est une opération chirurgicale jeune, sans preuve, sans recul et sans anatomie artérielle précise, qui consiste à les amputer ou les réduire en raison d'une gêne physique quand ce n'est pas strictement esthétique. La femme, l'insecte et le sexe, voilà donc
3 catégories qu'il fallait tenir éloignées, pour des raisons de bienséance, de l'ordre du monde émis par le patriarcat. Parmi tous les organes du corps, l'utérus est sans doute celui qui a fait l'objet de la plus grande expropriation, du clergé au pouvoir politique, des industries médicales aux injonctions médiatiques, le plaisir féminin et le contrôle des naissances furent le lieu d'une véritable biopolitique. Encore aujourd'hui, persiste l'idée qu'une femme, n'ayant pas eu d'enfant, est incomplète ou imparfaite, comme si la maternité était l'ultime métamorphose pour qu'une femme ne le devienne. Sans doute est-ce aussi la raison pour laquelle les nymphes, dans la mythologie, finissaient par mourir et leur chair se corrompre après quelques siècles. Avec le recul, ces associations sémantiques en disent long sur les valeurs mâles qui régissent la science, mais aussi le monde. La nymphe est donc une vie latente entre deux formes d'une même vie qui ne partagent ni l'allure, ni la nourriture, ni même le milieu. Elles sont semblables à une nouvelle matrice qui partage avec l'utérus et le tombeau le pouvoir de basculer dans un autre monde. Elle est encore le seuil d'une métamorphose mystérieuse et suspecte qui contredit violemment tout ce qui n'est pas stable, durable et uniforme, tel que la pensée fixiste, et je dirais aussi misogyne et raciste, de Carl von Linné en posa les principes dans son système Naturae à l'origine de la taxonomie moderne. Notre espèce n'a cessé de catégoriser, d'évaluer en fonction des qualités de production et de reproduction, de sorte que nous avons émis l'idée de finalité ou de plan à la nature en substituant à l'évolution les notions de progrès et de complexité qui, partant des formes les plus simples, culmineraient avec l'apparition de cet indiscutable chef-d'œuvre que serait l'homme. C'est ainsi que certains êtres sont devenus des nuisibles pour d'autres, des mauvaises herbes, des ressources quantifiables ou des enjeux de pouvoir. Depuis toujours, les insectes ont été l'objet d'un intense programme biopolitique pour ceux qui gouvernent les États. Toutes les politiques de discrimination et de ségrégation précèdent de ces mécanismes stigmatisants. Comme l'indique Alain Brossat, Parasite a été au XXe siècle l'un des sésames les plus efficaces de toutes les épurations, les plus bruyantes comme les plus silencieuses. Ainsi des juifs, des roms, des sans-papiers, des homosexuels, des malades, des pauvres, des clandestins ou des migrants de par le monde. Toutes ces personnes, sans terre, sans propriété, nomades de corps et d'esprit, déstabilisent le pacte économique de l'appropriation des sols noué en des temps reculés, au néolithique. La valorisation de l'autonomie et d'un moi individuel sur le plan philosophique ou social a eu pour corollaire la condamnation des comportements jugés hors normes. Aujourd'hui, on redécouvre que la symbiose et le parasitisme sont de fondements de la coévolution, mais nous pourrions également dire de l'intersubjectivité du monde. Retenir l'inverse, comme le font l'idéologie néolibérale, le darwinisme social ou les politiques immunitaires, avec leur obsession sécuritaire, c'est retourner les individus les uns contre les autres et le monde contre lui-même. C'est séparer la nature de la culture, le génome de l'outil, l'organique du technologique, le sauvage du domestique. C'est la forme de propagande des partis d'extrême droite et les politiques fascistes, souverainistes ou populistes, de plus en plus nombreuses en Europe et de par le monde, qui visent une homogénéité mortifère et un repli identitaire. Sur ce point, il est étonnant de constater que le Bombyx mori est la seule espèce domestique pour laquelle le marronnage, c'est-à-dire la dédomestication, est impossible. De nuisible à nécessaire, de répugnant à la fabrication de nos plus belles parures, le statut du ver à soie
est le résultat d'un processus de plusieurs milliers d'années de sélection artificielle. L'existence de cet insecte, que l'on cherchait à éduquer, est ainsi devenue absolument dépendante de l'humain qui en modifiait la morphologie au point de le rendre obèse, invariablement blanc et incapable de voler. Or, le ver à soie est l'emblème d'une filière textile qui fut l'une des premières activités à se transformer en système marchand et commercial avec les fameuses routes de la soie, reliant la Chine au Moyen-Orient et à l'Occident. Puis, cette filière textile donc s'est concrétisée en système capitaliste, avec l'élevage intensif des moutons pour leur laine vers le XVIe siècle, avant de devenir un système esclavagiste avec la plantation du coton. Le capitalisme pourrait sans doute être la forme la plus aboutie du parasitisme. Il exploite et rend malade. Mais le parasitisme peut aussi devenir le lieu d'une destruction collective de l'impérialisme, du capitalisme ou du racisme, en inversant son programme immunitaire par une nécessaire désobéissance. C'est pourquoi j'ai souhaité aujourd'hui inviter l'artiste Ivana Adamemakak qui tente de rééduquer le Bombyx mori depuis 2009 et avec qui nous échangerons tout à l'heure. Mais reprenons. Le film Parasite témoigne de l'apparente simplicité de parasiter un autre organisme et montre les stratégies visant à contourner les systèmes de défense de l'hôte. La manipulation de ce dernier est un point fondamental pour la survie des parasites. Mobilisant des stratégies de mascarade et de faux semblants, les membres de la famille Kitak, précaires parmi les précaires, vivant dans les entresols de la ville et profitant du Wi-Fi de leurs voisins, sont parvenus, les uns après les autres, à un engrenage bien rodé, à s'infiltrer dans le quotidien de la richissime famille Park. De l'habitat au frigo, il s'agit pour eux de se fondre dans le décor, de se frayer un chemin, de s'entraîner à une certaine conscience du camouflage au point de devenir l'autre. Le parasite social procède par un mimétisme comportemental visant à flouer son entourage de la même manière que de nombreuses mouches ou papillons, mais aussi des coléoptères ou des orthoptères, cherchent à ressembler à des guêpes, des abeilles ou des fourmis. Certains insectes copieurs sont parvenus, au fil d'un long processus, à diminuer la taille de leur abdomen, à développer des ailes transparentes, à se colorer d'anneaux jaunes et noirs ou de taches blanches de part et d'autre de la taille afin de simuler l'étranglement des corps. Mais surtout, ces insectes poussent la simulation en imitant le vol saccadé et bruyant des guêpes ou la démarche zigzagante de la fourmi. Ici, par exemple, vous avez l'image d'une araignée qui redresse sa première paire de pattes pour donner l'illusion d'une paire d'antennes et qui marche de manière erratique sur ses trois autres paires pour ressembler à une fourmi. Or, cet imitateur est un arachnide qui a donc 8 pattes, un corps divisé en 2 segments, sans antennes et aux yeux nombreux, qui va devoir se faire passer pour un insecte possédant 3 paires de pattes, un corps divisé en 3 parties, une paire d'antennes et seulement 2 yeux. Ces phénomènes mimétiques sont si nombreux qu'on leur donne les noms de scéphomorphisme lorsqu'il s'agit de guêpes ou de myrmécomorphisme lorsqu'il s'agit de fourmis. Si les guêpes et les fourmis sont effectivement bien protégées grâce à un aiguillon venimeux pour la première et des sécrétions corrosives pour la seconde, elles sont néanmoins les proies de nombreux prédateurs et ne justifient pas ces mimétismes adaptatifs. Il a d'ailleurs été observé que si une araignée myrmécomorphe est en danger, elle abandonne son comportement et s'enfuit en ligne droite, reprenant ainsi une allure plus arachnéologique. La larve a de tout temps inspiré le mépris et la fainéantise. Pourtant, contrairement à une opinion répandue,
Les larves ont une activité intense comparée à celle de l'adulte et sont généralement à l'origine des plus grands dégâts. Mais les contaminations de prononciation et les altérations populaires ont fini par recouvrir 3 registres de termes et de graphies sous un même sens. Ainsi, les formes feignant avec un A, feignant avec un E du verbe feindre, se sont-elles rapprochées de fainéant, far niente en italien, autrement dit, ne rien faire. D'un verbe évoquant la duperie ou faire semblant, feindre donc, le sens a glissé vers celui de rester inactif, être paresseux. Et voilà que la larve, dont le latin larva désigne la forme masquée de l'insecte, qui simule et contrefait donc, en est venue à désigner la paresse, mais aussi l'improduction, soit une manière de s'extraire aussi d'une certaine logique de production éventuellement capitaliste. Ce ne sera donc pas un hasard si les discours idéologiques impérialistes ont toujours été prompts à qualifier l'indigène, l'esclave, l'ouvrier ou le pauvre de paresseux ou d'assistés. Ce que l'on appelle les sujets larvaires serait sans doute l'idée ou l'incarnation de cette figure de l'ingouvernable. Elles sont cette part d'inappropriable, de masqué et d'indocile qui résiste à toutes les prises et emprises. Seuls des sujets larvaires, des sujets non formés, qualifiés et composés comme celui du cogito de Descartes, sont susceptibles d'affronter des systèmes de domination et de police qui érigent l'être comme une finalité. L'identité a de tout temps été un concept inventé pour contrôler, réduire les individus à une case, une définition. L'identité n'est pas un concept stable, elle glisse, fuit derrière une multitude de masques. L'identité de toutes les espèces résulte d'un mélange provenant de formes de vie, comme l'explique Emanuele Coccia, mais aussi d'apparences humaines et non humaines. Le vivant cherche en permanence à déjouer les possessions, à se travestir ou à se camoufler en prenant l'apparence d'un autre, d'une autre espèce, ou en se fondant dans son environnement immédiat. Pour vivre, le vivant doit s'extérioriser, se prolonger hors de soi. Ainsi y a-t-il connaissance, naissance à la puissance carrée, avec les choses animées et inanimées. Ce que nous enseigne la vidéo Untitled Human Mask de l'artiste français Pierre Huyghe n'est pas seulement que nous projetons une humanité à un singe appareillé d'un masque, mais que le masque est la condition de l'humanité de l'homme, ainsi que nous l'avons vu avec l'invention des masques mortuaires en cire chez les Romains. Adolphe Portmann développe une réflexion passionnante sur la vocation à l'apparition en tant que propriété fondamentale du vivant. De même que l'humain a fait des parures et des ornements une coordonnée essentielle de son individuation psychique et collective, les parures animales ne sont pas des phénomènes accessoires ou secondaires qui viendraient après les fonctions vitales. Toutes les formes vivantes développent une valeur expressive propre qui excède l'explication fonctionnaliste ou reproductrice. Le mimétisme, le camouflage ou l'imitation d'autres espèces révèlent en effet, dans l'imaginaire collectif, mais aussi scientifique, d'une sphère de compréhension qui serait exclusivement adaptationniste ou fonctionnaliste, c'est-à-dire liée à la survie et la préservation de l'espèce, selon que les motifs sont défensifs ou offensifs, terrifiants ou au contraire attirants lors des parades sexuelles. L'héritage néo-darwinien de la sélection naturelle, voulant que les espèces les mieux adaptées à leur environnement présentent un avantage, cache pourtant ce qu'elles montrent, soit un jeu d'apparence et d'ornement
de création de subjectivité et de personnification endossée propre à tous les vivants. De manière générale, la forme animale n'a retenu l'intérêt des observateurs que dans un souci taxinomique. Les formes n'auraient de sens qu'à être classées, rangées, étiquetées par ressemblance et non pour être regardées pour elles-mêmes. C'est ce pourtant à quoi nous invite l'artiste Hubert Duprat, qui expose actuellement au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Sur près d'une trentaine d'années, l'artiste réalisa une collaboration étonnante avec des larves de trichoptères, connues pour s'entourer d'un fourreau façonné avec tout ce qui se trouve à proximité. Aux petites pierres, coquillages ou débris des végétaux, Duprat substitue des paillettes d'or et des pierres précieuses ou semi-précieuses. Au ton parfois terne de l'environnement aquatique dans lequel évolue l'insecte, fait place le luxe et la surenchère, éveillant le sentiment d'une superficialité du paraître. Or, cette étude de protection, en adoptant les couleurs et les nuances du milieu associé, désigne bien davantage un mode singulier d'habiter le monde, c'est-à-dire aussi une façon de s'engager dans la rencontre avec son milieu. Le 9 février 1983, non sans mal, explique Hubert Duprat, il déposa un brevet d'invention auprès de l'INPI intitulé « Confonction de fourreaux par des larves aquatiques de trichoptères à l'ère de matières précieuses ». Il était alors, dit-il, convaincu qu'il devait absolument se protéger de l'industrie joaillière qui pourrait se saisir de ses recherches et l'en déposséder. Il n'en fut rien, comme il le remarque lui-même. Mais une obsession s'empara de lui et le poussa à accumuler sur des décennies, sans perspective ni adresse, toute la documentation qu'il put rassembler autour des trichoptères. Année après année, il en vint à constituer un véritable atlas dans presque toutes les langues et provenant de nombreux pays. Toutes ces recherches sont désormais réunies dans un majestueux ouvrage de plus de 600 pages intitulé « Miroir du trichoptère ». L'animal partage avec le végétal le style, l'inventivité combinatoire, la capacité de feindre, mais il possède en propre la production d'artefacts. L'ouvrage précise que les premiers spécimens de larves de trichoptères sont apparus il y a près de 290 millions d'années, mais ne construisaient pas alors d'abri. Le fourreau est donc le fruit d'un apprentissage sur des millions d'années qui n'a cessé d'évoluer. La nature est donc fondamentalement productrice d'une culture, ce qui mine la frontière artificielle que l'humain s'entête d'établir entre nature et culture. Pour Portman, les formes vivantes ont une valeur expressive qui excède l'explication fonctionnaliste. Elles permettent, comme chez l'humain, de se présenter dans sa singularité et de manifester sa spécificité, c'est-à-dire encore l'individualité de son espèce. Toute forme vivante performe une pièce de théâtre si l'on comprend par là qu'elle développe des caractères distincts destinés à attirer l'attention sur la singularité de son espèce. Toute forme vivante se redouble originairement et non pas secondairement dans un paraître. Toute forme vivante se prolonge hors de soi. Se distinguer pour l'animal ou le végétal s'entend par conséquent comme une fonction organique à part entière. Toutes les espèces seraient en cela narcissiques ou mieux, et ce qui a plus de sens pour nous, ouvertes au monde et donc inscrites dans une certaine mondanité ou cosmogonie dont la publicité, le fait de se rendre public, voire même les selfies, serait dans le monde humain la forme contemporaine et marchande
d'une cosmétique nous reliant malgré tout, et sous un mode certainement dégradé, au cosmos. Ajoutons aussi que la parure animale, chez de nombreuses espèces, est disruptive, c'est-à-dire qu'elle dilue l'individualité d'un corps en brisant ses contours. De fait, ce type d'ornement implique le monde et se caractérise par sa plasticité et sa capacité à capter, agencer et reconfigurer des flux de vie biotiques, mais aussi abiotiques, minérales et organiques, visibles et invisibles. Par le truchement d'apparence et d'ornement, de mimétisme ou de camouflage, elles manifestent leur appartenance cosmique dans le libre jeu du montrer et du cacher. C'est ainsi qu'une cosmétique se fond dans une histoire naturelle plus vaste des apparences, voire même de l'esthétique. Je dirais pour conclure que les larves sont donc les figures d'une altérité radicale, le point le plus abject et le plus éloigné de l'humain. Pourtant, c'est par elles que nous avons pris visage. Les larves représentent un stade pré-individuel, celui d'une vie masquée sous sa première forme, qui inspire la léthargie et hante les vivants. Elles nous dévorent et nous ramènent à l'humus, faisant de l'humain une matière qui circule dans d'autres êtres. Comme les parasites, elles sont les petits, les méprisés, les invisibles, la masse des travailleurs de l'ombre, qui accélèrent la course à l'armement entre les espèces et donnent à l'évolution une intersubjectivité insoupçonnée. Les larves, dont le processus évolutif engage des mues et des transformations, nous permettent de penser une ontologie plus inclusive, qui évite de reléguer certains étangs dans la sphère de l'immonde et de l'informe, où se maintiennent des hiérarchies entre les vivants. Plus qu'une ontologie inclusive, les larves nous invitent à penser le monde en le décentrant d'une perception anthropocentrique. Mieux, elles nous invitent à adopter le point de vue du monde afin de penser à nouveau frais les relations multiples entre les vivants pour les faire coexister sur un même plan. C'est enfin ce que j'ai intitulé dans mon livre « L'éthique du caméléon, une manière de faire monde, de devenir monde ». Voilà. Je vous remercie et nous allons poursuivre cette rencontre, intervention avec l'artiste Ivana Adame-Makak qui, comme je le disais, développe depuis 2009 un projet utopique, paradoxal, intitulé Rééducation et qui vise à dédomestiquer le bombix du mûrier, qui est donc ce verre à soie. Et nous poursuivrons la discussion avec Romain Garouste, qui s'empare d'un petit verre à soie, qui est paléonto-entomologiste à l'Institut de systématique, évolution, biodiversité du Muséum national d'histoire naturelle et qui a beaucoup œuvré et écrit sur la peur que suscitent les insectes, pourtant ambassadeurs essentiels de la biodiversité. Alors, je vous remercie beaucoup de m'accompagner aujourd'hui. Et peut-être, Ivana, je vais te donner la parole pour que tu nous présentes ce projet que tu mènes donc depuis 12 ans sur les vers à soie. Merci, Marion. Et bon, peut-être avant, je devrais donner quelques éléments un peu généraux sur ma pratique. Je pense que si je devais résumer mon travail, je dirais que celui-ci tourne autour de la question de la domestication et les relations complexes et paradoxales qu'on entretient avec le vivant non humain. Je m'intéresse aux notions de naturel et artificiel, non pas comme des dichotomies coupées l'une de l'autre, mais plutôt comme des notions coexistantes, perméable et ambigu. Ma pratique, elle a traversé différents médiums au fil du temps, mais elle se développe notamment à travers la sculpture et l'installation.
Je crois que c'est mon intérêt pour le vivant non humain qui m'a conduit à travailler autour du périssable, de l'impermanent, de l'inachèvement de la forme, et à des intérêts pour les cycles, ainsi qu'à rechercher différentes temporalités, c'est-à-dire chercher à que mes œuvres puissent développer différentes temporalités. Je pourrais simplifier et dire que je développe 2 catégories d'œuvres. La première, c'est une série de travaux où j'incorpore directement la présence des végétaux et d'animaux, particulièrement des insectes, comme les vers à soie. C'est-à-dire que leur présence in vivo constitue l'œuvre dans un certain cadre sculptural et que je compose, une certaine mise en scène que je compose pour eux. Et ensuite, dans cette catégorie d'œuvres où l'animal est présent, il y a toute une série de gestes d'entretien et des soins qui sont déployés pendant toute l'évolution de cette œuvre. Et puis, dans la deuxième catégorie d'œuvres que je développe, je dirais qu'elle s'est construite avec des restes, avec des résidus corporels ou des traces de toutes ces expériences de la première catégorie. Et donc, une manière de boucler le mouvement de la vie, justement en n'essayant pas de refouler l'immonde dans certaines marges, mais en le prenant les deux choses. Je pense que c'est les deux choses. Il y a la question cyclique et aussi de ne pas refouler et des choses qui me paraissent essentielles. Et donc, depuis 2009, je réalise ce projet qui s'appelle Rééducation, dont le titre s'inspire du vocabulaire séricicole où on parle d'éducation pour se référer à l'élevage des vers à soie. Et le ver à soie ne m'intéresse pas par sa capacité à produire de la soie, mais par son statut d'insecte fabriqué par les humains au fil des 5000 ans, et par son statut d'insecte considéré comme définitivement domestiqué, que si on n'élève pas, il disparaît. Il n'existe pas à l'état sauvage. Et on ne sait même plus quelle est l'origine de cet insecte. Apparemment, ce serait le Théophila mandarina, mais il n'y a pas de certitude sur ça, d'après ce que j'ai lu. Et donc, dans mon projet, qui est utopique et paradoxal, parce que pour essayer de les dédomestiquer, je dois les assister d'une certaine forme. Donc, en général, l'idée, c'est de proposer des expériences ou un contexte de vie qui soit différent à celui des élevages orthodoxes. Donc, proposer des expériences qui conjuguent exercice physique et alimentation, parce que les vers à soie ont perdu l'habitude d'aller à la recherche de la nourriture. Ils ont perdu l'habitude de se nourrir directement sur un arbre ou faire un cocon directement sur un arbre. Donc, je vais d'une part leur proposer dans mes installations, par exemple, la mûrier pleureur, où ils vont pouvoir expérimenter ces choses-là, comme peut-être il y a 5000 ans, et aussi proposer des sculptures avec des feuilles de mûrier qui parfois ont une allure complètement domestique, mais qui génèrent un effort considérable pour le ver à soie, c'est-à-dire qu'ils doivent faire des efforts pour se nourrir. Donc, la question de l'effort, elle est très importante. D'où le côté rééducation. Voilà. Et parfois, je les amène aussi au parc, faire des pique-niques directement sur les arbres. Aujourd'hui, tu l'as amené à assister à une conférence. Voilà, avec l'espoir que peut-être toutes ces expériences vécues pourront se transmettre d'une génération à l'autre. Mais comment défaire un processus de 5000 ans, des 5000 ans, quand ma vie d'humain est très courte. Donc là, il y a un côté paradoxal également. Tu m'expliquais également que donc, tu reproduis ce dispositif en le faisant évoluer chaque année. Et tu te sers des œufs que tu avais récoltés, mais selon une sélection qui ne serait pas
artificielle ni naturelle, mais beaucoup plus inclusive. Peut-être tu peux en dire 2-3 mots. Oui, ces dernières années, oui, effectivement, je fais quelque chose que j'appelle la sélection inclusive, où à la fin des pontes, je vais choisir des œufs de toutes les pontes, un petit peu de chaque ponte, pour recommencer le projet l'année d'après, parce que c'est un projet qui est rattaché au cycle biologique de cet insecte et il se fait une fois par an. Donc il y a oui cette idée de sélection inclusive. Donc sans finalité, sans perspective de rendement, de valeur esthétique. Voilà, l'idée c'est de dire ok, j'élève des vers à soie, mais sans la contrainte productive. J'attends pas des vers à soie qu'ils produisent de la soie. Je vais plutôt récolter leurs débris des feuilles, leurs excréments. Je vais faire des sculptures, des collages avec. Et peut-être Romain pouvait nous expliquer aussi ce processus de la métamorphose qui est finalement un processus qui est assez tardif si on parle dans l'échelle de la Terre, qui n'est pas arrivé à l'origine de la Terre, mais qui s'est mis en place comme ça, dont on a quelques traces dans certains fossiles. Alors oui, on en a des traces dans les fossiles, mais en fait on est toujours dans un questionnement assez permanent sur l'origine de la métamorphose chez les insectes et chez beaucoup d'organismes. On se pose toujours la question du point de basculement entre cette période où les organismes se transforment, je dirais, de manière très graduelle, et cette période dans l'évolution des lignées où les organismes ont besoin de ce changement très drastique pour passer justement à cette phase adulte d'imago, vous avez très bien défini tout à l'heure. Et malheureusement, chez les insectes, on se pose encore beaucoup de questions. Les fossiles nous aident en partie à y répondre, mais malheureusement de manière très incomplète. Et c'est dans les sciences biologiques pures qu'on est obligé d'aller chercher des informations et qui restent encore aussi partielles, puisque la physiologie, la biologie moléculaire nous donne des idées, on va dire des pistes, mais des réponses tout à fait incomplètes, parce que nous avons en fait le manque de ces millions d'années de lente évolution et d'adaptation aux écosystèmes, en fait, n'ont pas laissé des traces de toutes les étapes. Et il y a toujours des zones d'ombre. Voilà. Et il nous manque ces étapes un peu cruciales. Et c'est là où finalement l'imaginaire et les fantasmes des naturalistes, en fonction des époques et des idéologies qui traversent, vont venir trouver des justifications pour des procédés de mimétisme, pour des procédés d'évolution, en fonction, encore une fois, voilà, de ce qui empreint la société et l'époque dans laquelle on vit. Aujourd'hui, quel est... Oui, malheureusement, la science, comme toutes les activités humaines, ne sont pas déconnectées du moment où elles se font. Et donc, effectivement, certaines idéologies entrent dans la pratique de la science. Et maintenant, on a du recul, on a la chance d'avoir ce recul et d'avoir pu échapper à un certain nombre, justement, de ces contraintes pour pouvoir analyser ces faits. Mais c'est vrai que à chaque fois que la science se fait, elle se fait dans les paradigmes du moment et qui ont une forte influence dans les pratiques. Et donc, ce que l'on a essayé de mettre en exergue, malheureusement, c'est qu'on a cherché les sources de ces métamorphoses et de ce fonctionnement des lignées des insectes qui sont prépondérantes sur notre planète, évidemment, non pas pour les comprendre, mais pour les combattre. Donc, ce qui fait que malheureusement, on a cherché plutôt des problèmes d'antagonisme, c'est-à-dire comment empêcher la métamorphose, comment éviter les larves qu'elles se développent trop, etc., plutôt que de comprendre justement de manière purement académique et de compréhension de notre monde. Et pourtant, vous avez montré à quel point, je dirais que le monde, finalement, s'explique grâce à votre présentation. Le monde s'explique par les larves. Oui. Justement, il y a ce procédé de domestication, et là vous étiez en train aussi peut-être de montrer comment on avait cherché à retenir la métamorphose. Et il y a ce fameux concept de néoténie dont vous pourriez peut-être nous parler, et cette hypothèse qui était aussi apparue aux alentours de la fin du 19e, début 20e, d'un homme également néoténique. Mais enfin, peut-être la néoténie. Forcément, chaque fois qu'on fait ce type d'analogie, effectivement, on en revient à l'homme. On a du mal à ne pas faire d'anthropocentrisme.
Je crois même qu'on en fait tout le temps, et je crois que même l'opposition entre larve et imago, c'est l'anthropocentrisme, parce que pour moi, une larve ressemble bien moins à un humain que même un insecte avec ses 6 pattes. Finalement, il y a une forme de ce qu'on appelle un organisme bilatérien. Exactement, toutes voilà. les espèces vivantes, du dinosaure à la larve à l'humain, sont le fruit d'un ver finalement, avec justement cette symétrie bilatérale, un avant, un après. Mais avec la présence on va dire, de parties du corps qui ressemblent un peu plus à un humain. Un humain a quasiment 2 ou 3 tagmes, plus ou moins implicites. Donc un insecte aussi, vous avez montré qu'il y en a certains des insectes des arachnides qui ont 2 parties du corps et qui en miment 3, ce genre de choses, donc tout est un peu possible. Et oui, cette notion de néoténie, qu'on peut appliquer aussi par exemple à la domestication du ver à soie, finalement c'est le retrouver, y compris à l'état adulte, les caractères larvaires. C'est-à-dire qu'en fait l'adulte fait, au moment de la métamorphose, des économies au moment de cette transformation, qu'est la métamorphose, pour ne retenir que les caractères utiles à son développement, on va dire, à son mode de vie, et va abandonner certains caractères qui sont considérés à ce moment-là de l'évolution, enfin qui sont sélectionnés en fait, donc contre-sélectionnés finalement, puis qui ne sont pas retenus pour le développement de l'état adulte. Donc c'est par exemple la perte des ailes de certains insectes. C'est le cas où la perte déjà au moins des capacités de vol, comme chez le bombix, etc. Et chez les lépidoptères, donc les papillons, il y a énormément de lignées où on retrouve des espèces dont la femelle perd les capacités de vol au bénéfice des capacités justement de reproduction. Donc c'est le plus d'œufs possible pour pouvoir exploiter justement la niche trophique où elle se trouve. Et donc là, dans ce cas-là, la dissémination se fait de manière tout à fait autre. Et c'est le mâle qui a des capacités justement de vol pour se déplacer et de détection aussi de la femelle. C'est très important. Donc c'est chez le groupe des bombix, les bombicoïdes, vous avez donc souvent ces très belles antennes vraiment démesurées qui permettent de reconnaître comme ça la femelle là où elle se trouve. Et souvent d'ailleurs, donc du coup, chez beaucoup d'organismes insectes, comme ces fameux lépidoptères, donc ces caractères néoténiques, finalement, vous l'avez cité tout à l'heure, ont des fois contraint le taxonomiste à décrire des espèces qui lui paraissaient tout à fait bizarres, nouvelles, et qui en fait étaient soit des adultes néoténiques d'une espèce dont on connaissait déjà les larves, soit les larves dont on connaissait l'adulte, mais pas encore justement ces stades larvaires. Et donc finalement, l'élevage, on va dire l'expérimentation, est souvent très important en biologie pour pouvoir aller plus loin que la simple observation des formes. Vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure aussi, donc c'est même en conclusion. Donc les formes sont importantes, mais finalement, il faut aller bien au-delà pour comprendre les relations que les organismes, justement, biologiques, que les organismes ont entre eux. Ce n'est pas les analogies de forme que l'on recherche, mais c'est plutôt les parentés. Et c'est dans la démonstration des parentés, ce qu'on appelle nous la phylogénèse, que nous allons pouvoir vraiment inscrire une biologie descriptive et où seront exclues justement les analogies qui sont peut-être justement porteuses éventuellement d'idéologies et de choses qui ne sont pas scientifiques. Oui, d'ailleurs, sur ce point, on sait que de nombreux naturalistes ont aussi pratiqué le dessin. Le dessin était comme une machine de vision qui permettait de voir. On peut penser à Maria Sibylla Merian dont on parlait tout à l'heure, Humboldt, Wallace, Darwin ou Hans Haeckel. Et aujourd'hui intervient la photographie. Vous-même, vous photographiez, faites de la vidéo, et puis peut-être aussi ces nouvelles facultés de voir avec les plans macro, les formats macro. Qu'est-ce que cela apporte dans la perception et l'observation de ces vivants qui, avant d'ailleurs l'invention du microscope, étaient quasiment imperceptibles, ou en tout cas dont on avait très peu d'intérêt? Oui, la photographie a remplacé la preuve qui était faite par le dessin de l'auteur, du scientifique en général, et puis quelquefois évidemment avec des artistes qui pouvaient aider aussi les scientifiques à réaliser ces figurations. Donc cette notion de preuve, elle a basculé vers l'image.
l'image photographique, donc avec multiples procédés entre le 19e et le 20e siècle. Puis maintenant, avec on va dire la photographie numérique, c'est devenu une telle évidence qu'elle est plus qu'incontournable, elle devient vraiment une obligation. Elle permet, je dirais, la multiplication des plans, des points de vue, voilà, justement, on des n'est plus points sur de le vue, système de la tout à fait. perspective avec ce point de vue unique. Et du coup, elle remplace un peu plus la preuve et je dirais, elle apporte un peu plus, des fois, un peu plus de scientificité, je dirais, dans certaines mêmes Tout en apportant exercices. aussi de la fiction, finalement. Alors, c'est le lot de la technique. Hein. Oui, il y a bien sûr une part d'interprétation, y compris dans les techniques, et le numérique n'en est pas exclu. Donc c'est là que je dirais que les opérateurs qui sont derrière, que ce soit les scientifiques ou que ce soit les gens qui travaillent avec eux, sont là pour observer, on va dire, un certain nombre comment je pourrais dire, de préceptes pour ne pas trop modifier les images, ce genre de choses que le numérique permet, pour justement rester dans cette notion de preuve et donc de ne pas trop modifier les images. Sinon, on rentre dans une autre dimension de l'image. Et concernant justement la photographie à la fois au laboratoire et dans la nature, donc moi j'essaie de développer un concept justement de wild shot, c'est-à-dire la nécessité de faire des photographies dans la nature, alors que ce soit dans un cadre d'inventaire. Vous savez que l'inventaire du vivant, y compris chez les insectes, n'est pas du tout terminé, il n'en est finalement qu'au début. Si on considère qu'on connaît entre 10 et 20% du vivant chez les insectes, on peut dire qu'on est encore au début. Même si on connaît beaucoup d'autres types d'organismes, c'est vraiment chez les insectes qu'on a ce manque de connaissances et qui finalement pourrait nous amener à mieux considérer les insectes, mieux les comprendre, peut-être mieux les utiliser aussi. On pourrait imaginer domestiquer d'autres espèces. D'ailleurs, il y a une espèce qui est probablement en cours de domestication, c'est la mouche soldat noire, qui vous avez s'occupe entendu justement parler, voilà, qui pourrait non seulement du devenir une espèce domestique, je pourrais peut-être dire qu'elle l'est presque déjà, parce que ça va très vite en ce moment, et peut-être on ne mettra pas 5000 ans justement pour la domestiquer, surtout si on peut considérer qu'elle va peut-être nous ouvrir les portes de l'espace, puisque c'est peut-être cette espèce qui sera tellement pratique à élever, qui va se développer à la fois sur nos déchets, je sais que vous vous intéressez aux déchets, des insectes justement, mais également nos déchets humains vont peut-être servir de base à cette domestication de ces organismes pour pouvoir nous permettre de faire des écosystèmes fermés et totalement autonomes qui pourront partir dans l'espace, ça peut être sur la Lune ou sur Mars. Et là, on reproduit quand même l'idéologie de cette espèce de conquête un peu coloniale d'aller voir ailleurs, alors qu'aujourd'hui, on a quand même aussi beaucoup d'urgences à traiter, gérer. Et c'est aussi tout ce que vous menez dans vos articles, presque aussi de vulgarisation, ou en tout cas qui permet à un grand public de se défaire de tous ces préjugés à l'encontre des insectes, comme tu le fais d'ailleurs, Ivana, en permettant, dans le cadre de tes expositions, ou même quand tu vas à l'extérieur rencontrer des gens, et puis toujours ces vers à soi qui suscitent un peu la curiosité, et que l'on perçoit désormais complètement différemment, parce que aussi on n'est plus dans un dispositif d'aquarium, c'est-à-dire un dispositif d'observation très contrôlé, mais justement plutôt en liberté. Liberté relative. Liberté c'est relative. toujours liberté relative. Mais parce que là, tu es obligé de t'en occuper, de veiller sur eux. Tu as en ce moment 250 petits vers à t'occuper, qui sont tous en train d'infoser. Et tu sors 248 parce que je vais en prendre 2. Là, il y en a qui s'amusent. Vous voulez peut-être ajouter un point sur les éléments Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit effectivement sur la peur des insectes. Et alors effectivement, si peut-être moi je considère que finalement les insectes vont peut-être nous aider à sauver le monde. Grâce à vous, notamment, dans les approches telles que les vôtres, justement, vous remettez les insectes et tout ce qu'ils représentent au cœur de notre vie, de notre histoire, de l'histoire de la civilisation et au cœur de nos préoccupations. Et de ce fait, vous participez justement à ce regain d'intérêt envers les insectes. Parce que pour moi, les insectes, finalement, c'est qu'une sorte de
de condenser, de sorte de raccourci pour identifier la nature. Les rapports que nous avons avec les insectes sont ni plus ni moins les rapports que nous avons avec la nature. C'est-à-dire des rapports de haine, des rapports justement où on veut utiliser la nature, et puis des rapports, quelquefois, d'émerveillement, etc., que beaucoup d'artistes ou que des nations comme les Japonais ont un culte envers les insectes et qui est assez remarquable et qu'on ne connaissons pas du tout en Europe. Gageons que nous pourrions, grâce à des initiatives comme la vôtre, grâce à vos travaux et grâce à notre façon peut-être justement de populariser le monde des insectes, peut-être arriver à un âge d'or. Oui, peut-être même une personnalité juridique, comme ça se fait aujourd'hui pour des montagnes, des fleuves, mais bon, là, visiblement... Oui, la nature mériterait, et avec les insectes qui la composent, effectivement, une personnalité juridique, effectivement. Pour les protéger. Détruire une espèce d'insecte, ou par exemple, par la domestication, enlever complètement une espèce de la nature, finalement, est quand même une action qui a peut-être un impact dans les écosystèmes, mais que nous n'avons pas encore bien étudiée ou bien comprise. Oui, c'est de l'ordre de l'écocide, finalement. Bien sûr, c'est... sur ces paroles réjouissantes d'écocide. Non, mais retenons aussi tout de même que l'idée aussi de cette conférence, de cette communication et de ce livre, c'est de penser d'une manière aussi plus inclusive dans une époque où, comme je le disais en toute introduction, nous sommes face à la 6e extinction de masse de la biodiversité et puis aussi de cette ère géologique que l'on nomme Anthropocène et qui nous appelle, nous invite expressément et urgemment à repenser nos liens de relation et puis effectivement les insectes sont vraiment des opérateurs relationnels entre les végétaux qu'ils pollinisent, entre les oiseaux qu'ils nourrissent, entre les déchets qui vont venir aussi décomposer. Donc ils travaillent, comme beaucoup d'autres espèces, à entretenir ces cycles de vie. Voilà, bien, écoutez, je vous remercie beaucoup et puis merci beaucoup Benoît pour cette invitation au muséum.